Effectivement, Philippe Descola évoquait au tout début de ses rencontres l'idée que finalement, il y avait une forme de composition des mondes, de coexistence et de diplomatie à entretenir avec le vivant. Lui-même cherchait les éléments de rupture et de continuité que nous avions avec le monde. Il notait ainsi, dans la conclusion de Par-delà nature et culture, donc son livre phare, cette formule: c'est à chacun d'entre nous, là où il se trouve, d'inventer et de faire prospérer ses propres modes de conciliation et les types de pression capables de conduire à une universalité nouvelle, à la fois ouverte à toutes les composantes du monde et respectueuse de certains de leurs particularismes, dans l'espoir de conjurer l'échéance lointaine à laquelle, avec l'extinction de notre espèce, le prix de la passivité serait payé d'une autre manière, en abandonnant au cosmos une nature devenue orpheline de ses rapporteurs, parce qu'ils n'avaient pas su lui concéder de véritables moyens d'expression. Lui donner les moyens d'expression, c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire un petit peu aujourd'hui, en s'attachant, comme Philippe Descola, à aller par-delà nature et culture, pour reprendre une expression d'inspiration nietzschéenne. Et c'est à cela peut-être que le jardin invite, nous l'avons vu. Notamment, nous l'avons vu avec Arnaud Morière, qui nous a montré qu'il y avait, comme Philippe Descola le soulignait, entre le jardin et la forêt, un lien paradoxal, qui était que la forêt était toujours déjà un peu cultivée. Comme le dit Descola, la forêt peut être prise comme un micro-jardin cultivé par les esprits. Toute l'Amazonie est un système jardinier. Arnaud Morière, vous montriez que finalement, on était revenu du jardin architecturé à la française, bien réglé, arrasant la vie sous des formes fixes, et qu'on y préférait une forme de jardin révélant une source de vie. Olga qui s'éleva, vous l'avez montré vous-même, cette communication qu'il y a entre les arbres, dans le jardin, où le biologique et le symbolique se mêlent, puisque vous montrez qu'ils sont même capables de communiquer. Et quelle meilleure expression du symbolique que la communication que vous avez souligné. Alors, quand Chantal, vous avez évoqué l'idée de cette rencontre et source de vie, je me suis posé la question, étant chez moi, de quelle source parle-t-on et surtout de quelle vie parle-t-on? Alors, on ne l'a pas complètement évoqué encore aujourd'hui, mais peut-être que les Grecs peuvent nous aider à résoudre un peu cette question, parce qu'ils distinguent classiquement deux notions pour désigner la vie, la zoé et le bios. Alors, la zoé, c'est la vie animée par le mouvement perpétuel, organique, l'éternel retour, qui désigne en gros la vie biologique, organique, animale. Le bios, ce serait plutôt la vie vécue, celle qui a une histoire, une culture qu'on peut raconter, qu'on peut transmettre. C'est la vie sociale, en quelque sorte, qui nous façonne. Or, on l'a vu dans le jardin, et c'est peut-être là que ce qui est beau, c'est que le jardin mêle ces deux notions. C'est à la fois la vie qui se perpétue, qui se prolonge, c'est la vie organique qui se cache dans les haies, qui se cache dans les forêts, dans les taillis. Mais c'est aussi celle qui nous façonne. Alors c'est les arbres qui communiquent, mais c'est nous qui nous façonnons au contact de ce jardin qu'on entretient, mais qu'on ne peut pas maîtriser. C'est peut-être ça la beauté d'un jardin, c'est toute la difficulté et en même temps le défi auquel il nous confronte. Sonia, vous l'avez bien montré ce matin avec votre éloge des haies en montrant qu'on ne pouvait pas, pour entreprendre à bien cet exercice de diplomatie avec le jardin, uniquement se fonder sur des raisons rationnelles, sur des arguments rationnels. Il fallait passer également par une forme d'émerveillement, et que c'est peut-être le levier qui nous permettrait de préserver ou en tout cas d'imaginer des formes de rapports moins conflictuels avec la nature et plus particulièrement avec cette nature qui est le tout-monde, comme le disait Foucault dans ses cours en parlant de l'hétérotopie, c'est-à-dire c'est le lieu qui concentre le monde entier. C'est ce que montraient les premiers jardins. Il avait cette expression disant « l'hétérotopie », énonce Foucault, a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont eux-mêmes incompatibles. L'exemple le plus ancien de ces hétérotopies, en forme d'emplacement contradictoire, c'est peut-être le jardin, dit-il. Il ne faut pas oublier que le jardin, étonnant de création maintenant millénaire, avait en Orient des significations très profondes et comme superposées. Le jardin des Persans était un espace sacré qui devait réunir à l'intérieur de son rectangle 4 parties représentant les 4 parties du monde, avec un espace plus sacré encore que les autres qui était comme l'ombilic, le nombril du monde en son milieu. C'est là qu'étaient la vasque et le jet d'eau. Et toute la végétation du jardin devait se répartir dans cet espace, dans cette sorte de microcosme,
Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et puis c'est la totalité du monde. C'est ce que vous évoquiez, Arnaud, en tout début de ces rencontres. Alors, pour être sensible à cette hétérotopie dont parle Foucault, c'est finalement ce que vous montriez en conclusion de ces rencontres, Tahar Ben-Jelloun, c'est qu'il faut cultiver une forme d'émotion qui irait plutôt dans le sens des passions joyeuses, ou de ce que Nietzsche, puisque vous êtes nietzschéen, appelle la grande santé, ou le grand oui, l'acquiescement au monde, lui qui voulait se placer pour faire une boucle, si l'on peut dire, par-delà nature et culture, ou par-delà le bien et le mal, disait Nietzsche, en refusant les arrière-mondes au profit d'un ancrage ici-bas, dans le monde dans lequel nous sommes, et pas dans un au-delà fantasmé. Alors peut-être que c'est de là qu'on pourrait partir pour engager la conversation et puis le dialogue, puisqu'il est question de nourrir l'émotion, de nourrir cet émerveillement qui pourrait nous faire entretenir un meilleur rapport à notre environnement, à notre milieu. Comment fait-on ? Quels sont les leviers qu'on fait pour faire naître cette forme d'admiration? Alors, on peut commencer par Sonia, peut-être. Je pense qu'en fait, on ne peut pas faire sans le corps. Que ça passe par cet engagement du corps qu'on vit quand on est au jardin, qu'on jardine ou que simplement on déambule dans le jardin. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, on sent le soleil sur la peau ou la fraîcheur de l'ombre, le parfum des roses ou celui des seringas. Et on écoute le petit rouge-queue, le chant des oiseaux ou le coassement des grenouilles. Bref, il y a tout ça qui nous permet de nous sentir vivants, littéralement, et ça contribue, ça participe de cette grande santé dont parlait Nietzsche. Et en plus, je pense que ça nous sensibilise intellectuellement, pour le coup, à la nécessité de maintenir ces jardins sources de vie pour qu'à leur tour, ils nous donnent un peu de leur appétit pour la vie. Donc voilà, moi, c'est pour ça que jardin, finalement, c'est cette proximité avec le vivant, d'un point de vue sensoriel, que je trouve extrêmement riche. Et quand on n'y est pas directement plongé, parce que vous avez la chance peut-être d'avoir été accompagné ou d'avoir vous-même un jardin, mais quand ça n'y est pas, quels seraient les biais imaginés peut-être pour emmener, vous parliez des plus jeunes, Tahar Ben-Jelloun le soulignait tout à l'heure aussi, comment est-ce qu'on les accompagne ? Je pense qu'il faut prendre le temps. Alors là, on peut peut-être convier quelqu'un qu'on n'a pas cité, c'est Hartmut Rosa, qui a pensé l'accélération et la résonance. C'est que finalement, on n'a pas besoin d'aller loin. Alors, je prêchais pour les haies, mais c'est vrai qu'en ville, il y a aussi, et de plus en plus, des jardins, des arbres remarquables. Près, par exemple, de l'école d'écriture où j'enseigne, il y a le plus vieil arbre de Paris, qui est un robinier, qui a plus de 5000 ans, qui est soutenu par un étai en béton. C'est un arbre majestueux. Et les enfants, et je vous rejoins complètement, sont très sensibles en fait aux histoires qu'on peut raconter. C'est-à-dire que la nature, elle se raconte aussi. D'ailleurs, on l'a vu avec nous tous. On a raconté des histoires de nature, d'expériences, de partage, d'échecs. Et je pense que c'est vrai qu'un accompagnement est nécessaire pour les enfants. Et puis après, on peut leur laisser la bride au cou ou la fleur au cou. Peut-être Tahar Ben-Jelloun, si vous voulez compléter. Oui, de toute façon, l'accompagnement est nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Mais moi, je dirais que la pédagogie doit commencer à l'école et se poursuivre dans la famille et après dans les médias. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour toutes les causes importantes. Comme je travaillais beaucoup sur le racisme avec les enfants, je dis, maintenant, il faut que la famille fasse son travail. Et un jour, un enfant m'a dit, vous avez écrit le racisme expliqué à ma fille, maintenant il faudra écrire le racisme expliqué à mes parents. Parce qu'évidemment, c'est de là que ça devient. Alors, pour le respect de l'environnement, le rapport à la nature, c'est la même chose. Il faut inculquer ça dès l'école primaire et pousser les parents, les informer, leur dire maintenant vous prenez le relais. Et ça serait bien de faire des visites de jardins, de forêts avec les enfants.
au lieu d'emmener, je sais pas moi, voir un mauvais film. Vous parliez des parents, alors peut-être ce sera la continuité de cette question. Vous souligniez, Olga et puis Arnaud, la difficulté parfois à convaincre alors, ou les politiques ou les commanditaires de jardins du bien fondé de changer de façon de voir. Comment les actionner, comment les convaincre? Ce n'est pas qu'une façon de voir, c'est un paradigme. Aujourd'hui, on change de paradigme. Dans le jardin, dans notre approche au vivant, et je ne vais pas utiliser le terme de nature très volontairement, dans notre approche du vivant, on change de paradigme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le sauvage est rare. Et le sauvage, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Et tout d'un coup, le sauvage, on veut le préserver, et le sauvage rentre dans le jardin. Alors qu'avant, c'était pile l'inverse. Avant, on voulait s'extraire de ce sauvage, on en avait peur, et on faisait des jardins pour cultiver, on faisait des haies pour se protéger de l'extérieur, etc. Le sauvage était quelque chose d'agressif. Le sauvage était la demeure des genoux, comme disait Tahar. Aujourd'hui, au contraire, changement de paradigme, tout d'un coup, la majorité de la terre est cultivée et le sauvage rentre dans le jardin. Et là, du coup, on a forcément des façons de penser, des façons d'agir aussi différentes. Et là, je voulais insister sur une chose, finalement, qu'on n'a même pas effleurée, c'est qu'il y a le faire et le voir. C'est comme une peinture. C'est différent de faire une peinture que de voir une peinture. Dans le jardin, c'est exactement pareil. Il y a le faire, le jardin, et le voir, le jardin. Quand je dis voir le jardin, c'est s'y promener, c'est en profiter. Comme là, quand on est à Chaumont, on voit le jardin, mais on ne le fait pas. Et moi, tous les jours, je fais le jardin. Et parfois, je ne le vois pas. Mais la pratique du jardin, là, on n'est plus du tout dans de la philosophie, on est dans du terre-à-terre au sens propre du terme. Et ça, c'est essentiel, ce rapport à la terre, ce rapport à la matière, ce rapport au sol, ce rapport à l'eau, au vivant, etc. Mais ce rapport à la terre. La terre n'est pas quelque chose de sale. Aujourd'hui, il y a quand même ce côté, la terre est presque sale, quoi. Je veux dire, on met les mains dans la terre, on va tout de suite se laver les mains après. La terre, c'est quelque chose, c'est la base de tout. Je veux dire, le jardin ne peut pas se concevoir sans terre, sans sol. Et notre relation avec ce jardin, elle est basée là-dessus. Est-ce qu'on est jardinier ou est-ce qu'on fait le jardin ou est-ce qu'on est profiteur du jardin et qu'on voit le jardin? Donc on ne peut pas avoir les mêmes approches quand on est soi-même cultivateur ou quand on est jardinier. Et je trouve le rapport à la peinture me semble assez judicieux parce que ça semble évident quand on parle de peinture, qu'il y a une différence entre être peintre et être regardeur de la peinture. Eh bien, dans le jardin, il y a exactement la même différence. Après, il y a une chose qui me fait horreur et que vraiment je dénonce, c'est les jardins d'intérieur. C'est terrible. Et vous avez un exemple effarant, c'est la grande bibliothèque François Mitterrand, où des arbres sont prisonniers d'une façon mais atroce. C'est enfin, vous avez vu? Oui, bien sûr. Mais c'est pas possible, on ne devrait pas faire ça. Surtout qu'ils ont été transplantés de la nature. Oui. Et là, on est exactement dans ce changement de paradigme. Et tout d'un coup, on a l'impression que il est nécessaire de faire rentrer le sauvage. Et ils auraient mieux fait de mettre des trucs en plastique, c'est mieux. Non, mais je plaisante. Et il est évident que les fleurs en plastique, tout ça. Mais ça, c'est effrayant parce que moi, un jardin, c'est la liberté, même si c'est une liberté surveillée. Oui, maîtrisée. Sonia, je crois que vous vouliez ajouter un mot, et puis ensuite Olga. Oui, d'abord pour rebondir sur ce que disait Arnaud, l'envie de faire, elle naît aussi du fait d'avoir regardé et d'avoir vu quelque chose qui nous meut au sens premier, qui nous met en mouvement pour éventuellement faire et mettre la main à la pâte. Ça marche très bien avec les enfants. On leur fait goûter les pieds de tomates, puis on leur dit regarde, ça peut pousser, et il y a ça. Je pensais à un autre vecteur parce que je trouvais que j'en avais pas assez parlé ce matin, c'est la littérature. Et je pensais par exemple à Colette, qui je trouvais inimitable pour évoquer les jardins et la nature. Et certaines images
peuvent nous frapper et peuvent être racontés aux enfants. Je pense au dialogue de Bête, par exemple, qu'on peut lire aux tout petits, qui fonctionne extrêmement bien, et qui peuvent leur donner une autre façon de regarder la nature, de se dire, quand on lit le chat, je suis le diable, etc. L'enfant va se dire, mais oui, mon chat, c'est un diable. Et il y a cette espèce de, j'aime pas l'expression actuelle de pas de côté, mais c'est quand même un peu ça dont il est question. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un auteur russe que je connaissais pas, qui s'appelle Bounine, Ivan Bounine, et il décrit, dans La vie d'Arseniev, il décrit en fait les nids d'oiseaux comme des petites tasses tapissées de mousse. Et depuis, dès que je bois un thé, je pense à un nid d'oiseaux et je me dis, je vais trouver des œufs là, dans cette tasse de thé. Et il y a des images comme ça très frappantes. Moi, je suis sûre que, outre le jardin de mes arrière-grands-parents, Colette a contribué à me faire aimer la nature comme aucun autre vivant finalement. Et c'est dans les livres, donc dans quelque chose qui est statique pour le coup, qui est un objet, que j'ai rencontré le vivant. Colette qui avait elle-même un très beau jardin. Ouais. Plein de beaux jardins. Et Jean Genot. Alors, moi qui représente l'art et la science, je serais plutôt du côté de la science cette fois-ci, parce que il y a le faire, il y a le voir, mais il y a aussi vivre et de s'inspirer. Et pour moi, jardin, surtout aujourd'hui, le jardin sauvage, quand on parle qu'il faut ensauvager nos espaces de vie, nos espaces urbains même, reste une source de savoir, une source de connaissances, une source d'analyse et une source de conception des solutions qu'on appelle ancêtres futuristes, c'est-à-dire des choses, des savoirs que la nature garde, qui étaient peut-être connus par nos ancêtres qui vivaient proches de la nature, qui ont été supplantés par toutes sortes d'intelligences plus ou moins artificielles et que nous devrions faire revenir pour être plus forts que ces intelligences de la machine. Vous m'en parliez un petit peu ce midi, on peut peut-être en dire quelques mots. Votre parcours personnel est finalement tendu vers la vie contre la mort. Enfin, c'est ce que vous me disiez. Vous étiez promise peut-être à une carrière en Russie. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Il est vrai que j'ai fait au départ les études de mathématiques et de physique à l'Union soviétique, comme toute ma famille, qui comporte quelques grands scientifiques dans le domaine. Donc c'était encore l'Union soviétique. Et en arrivant en master de physmat, je me suis rendu compte que en sortant, j'allais certainement être appelée à faire les bombes, voire les sous-marins. Et ne voulant pas me consacrer à ces activités-là, je suis juste sortie de ce système. J'ai regardé autour qu'est-ce que je pouvais faire dans ce pays dont on admire les faits qui reviennent tous les jours, admire entre les guillemets bien sûr. Et donc il me restait le choix d'aller au conservatoire ou à l'école des arts décoratifs. J'ai postulé au dos, j'ai été prise aux arts décoratifs, mais j'ai apporté, donc plutôt que faire des aquarelles, bien que j'apprécie beaucoup la peinture, mais j'ai trouvé que par le biais de l'art, en y ajoutant la méthodologie scientifique d'analyse et de construction à partir de l'analyse scientifique et une proposition constructive de changement de la société, on pouvait probablement être plus utile au monde. Est-ce que vous pourriez dire chacun un mot de ce qui a déclenché chez vous alors Tahar Ben-Jelloun nous l'avait fait un petit peu tout à l'heure, mais ce qui a déclenché chez vous cet intérêt pour le jardin? Peut-être Arnaud, comment est-ce que vous y êtes venu? Comment est-ce que vous êtes venu à ce domaine? Waouh!
Si c'est pas, il n'y a pas de question discrète, Alors, très paraît-il. bizarre. Seules les réponses le Alors, sont. très bizarrement, moi, je suis venu par la science, puisque j'ai fait des études scientifiques, en physiologie végétale, néanmoins. Donc, on se rapproche du sujet. Et en fait, moi, je dirigeais un laboratoire où on faisait de la reproduction in vitro de plantes menacées dans la nature et qu'on allait replanter. Et j'ai rencontré Eric Cossard à ce moment-là. Et la première fois que je l'ai vu, en discutant, je lui disais, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais des études de paysagisme. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Mais vraiment, pour moi, c'était même pas un métier, quoi. On ne pouvait pas être paysagiste. Pour moi, on était dans un labo, on n'était rien, quoi, pratiquement. Et en fait, bon, c'est lui qui m'a convaincu, enfin, qui m'a perverti et qui m'a mis dans le jardin. Mais néanmoins, je dirais que moi, mon approche du jardin, je le disais hier, c'est vraiment à travers le végétal et le vivant et la botanique. Pour moi, c'est tout ce qui est important, c'est même plus qu'important, enfin, c'est l'essence même du jardin, c'est le vivant. Et pour moi, effectivement, de voir des tableaux, de lire des livres, peut-être que ça peut nous rapprocher du vivant, peut-être pour certaines personnes. Pour moi, c'est une espèce de chose instinctive, c'est-à-dire que depuis que je suis petit, j'adore me balader, j'adore toucher la terre, aller faire des boutures, etc. Et je me suis jamais posé de questions philosophiques ou autres. Je fais des jardins parce que j'ai envie de planter des plantes et qu'elles poussent et que ce soit j'allais dire le plus beau possible, pas du tout ça, le plus conforme possible à l'attente que j'ai de ce lieu. On a quand même, quand on fait un jardin, on est très très prétentieux au bout du compte, parce qu'il y a un côté, on se prend un peu pour Dieu quand même dans l'histoire, hein. Parce qu'on touche le vivant, on fait des mondes, même si c'est des micro-mondes, après tout, ce micro-monde, qu'est-ce que c'est que notre Terre par rapport à l'ensemble de l'univers? Et mon jardin, il est peut-être plus grand dans la Terre que la Terre par rapport à l'univers. Donc tout ça est très relatif, et je trouve que ce côté alors, je ne dirais jamais de toucher le divin dans le jardin, mais cet acte qu'on fait, il y a un acte qui est uniquement faisable dans le jardin. Il n'y a aucune autre activité, volontairement je ne dis pas aucun autre art, parce que pour moi le jardin n'est pas un art, il n'y a aucune autre activité qui est autant dans le vivant et qui nous autorise à travailler avec le vivant sans complexe, parce que quand on fait des élevages de hamsters ou des élevages de poules pour bouffer les œufs, ou des élevages encore pire de bœufs pour les tuer, là on a toujours un complexe quand même. Quand on travaille avec de l'animal, quand on fait un zoo, on a un complexe quelque part, on les met en cage, on a une impression de fermeture, on sait qu'on fait du mal, voilà, pour être très clair. Alors que quand on fait un jardin, on n'a pas du tout ce complexe-là. Ceci dit, la présence du négatif ou de la mort n'est pas complètement absente du jardin. Ah, absolument, mais au contraire, la présence est nécessaire, et la mort est dans son, je dirais, dans la perception qu'on en a la plus merveilleuse qui est, parce que sans arrêt, on met des paillages de feuilles mortes. Et ça, c'est bon, voilà, c'est ce qui va nourrir le sol. Moi, je suis ravi quand j'ai une plante qui crève dans le jardin, en fait. Parce que ça me fait la place pour une autre, ou ça me permet à l'autre de se développer, et tout ça, c'est voilà. Et donc, je dis toujours qu'il n'y a pas de voilà, qu'un jardinier ne meurt jamais quelque part, parce qu'on a ce rapport à la mort, mais encore une fois complètement décomplexé, parce que c'est pas nous qui donnons la mort. La mort d'un végétal, elle vient un peu toute seule. Bon, même si on l'arrose pas, etc. Là, on peut se dire c'est un peu nous, mais c'est pas nous tant que ça. C'est pas que tant que nous. Si elle meurt parce qu'on l'arrose pas, c'est qu'on s'est peut-être un peu trompé quelque part. C'est peut-être qu'on l'a pas planté au bon moment, etc. Enfin bref. En tout cas, moi je crois que ce rapport au jardin, il est quelque chose de profondément ancré en nous, parce qu'on ne fait partie de ce vivant, et qu'on va s'amuser à planter et à jouer à Dieu dans notre petite parcelle de terrain. Pour moi, c'était un pur accident. Peut-être pas tellement un accident. J'en ai parlé déjà hier. C'était quand je me suis retrouvée à devoir faire un monument à un arbre mort. Et c'est là que j'ai réalisé
on était peut-être à la limite de travail avec les matières et que c'était vraiment le moment de commencer à travailler avec le vivant. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'arbre et ensuite la forêt et le jardin. On n'a pas parlé d'un phénomène qui rôde autour de nous et qui est très dangereux et avec des qualités et beaucoup de défauts, c'est l'intelligence artificielle. Et le jour où l'intelligence artificielle va commencer à faire des paysages de jardin, eh ben, on est mal parti. Alors, en tant que personne ayant et pratiquant toujours cet animal-là, intelligence artificielle, je dois vous apprendre que l'intelligence artificielle, malgré le fait d'être à la mode et le fait que nous avons l'impression que c'est en pleine expansion, en fait, l'intelligence artificielle faite sur le modèle mathématique est dans une voie d'impasse. Et c'est l'intelligence de la nature, la swarm intelligence, qui permet de trouver des sorties pour intelligence artificielle basée entièrement sur le modèle mathématique. Donc, en fait, c'est les jardins plutôt qui vont influencer l'intelligence artificielle que le contraire. Oui, d'autant qu'on peut imaginer éventuellement peut-être une intelligence artificielle, mais une vie artificielle, qu'est-ce que ça signifierait dans un jardin? Ça n'aurait pas de... Les fleurs en plastique. Non, mais, là, on parle de nature, on parle de la main, de la terre, du corps. Ce sont des choses fondamentales parce que si on va gérer un jardin sur un ordinateur et puis, je ne sais pas, faire des trucs qui nous dépassent, ce n'est plus le plaisir de jardiner, ce n'est plus le plaisir de voir la nature s'éveiller et nous faire vivre. En même temps, bon, il paraît que l'intelligence artificielle, quand elle est bien cadrée par une bonne éthique, fera beaucoup de bien pour la médecine. Je le veux bien, je le crois même. Mais il faut nous laisser les forêts et les jardins tranquilles. Hein. Il ne faut pas y toucher. Quelle serait votre crainte plus précisément, Tahar Benjelloun? Est-ce que vous pensez, quelle serait votre crainte plus précisément s'agissant de l'intelligence artificielle? Vous savez, il y a déjà une façon d'arroser ou pas arroser, de concevoir les choses, d'enlever ce qu'ils appellent les mauvaises herbes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans que l'homme s'approche de son jardin. Il part en vacances, bon déjà le goutte à goutte c'est pas mal pour arroser, c'est une bonne invention. Mais moi j'ai peur que les fleurs, par exemple les jolies roses qui sont là à l'entrée, avec l'intelligence artificielle se transforment en plastique et deviennent vraiment artificielles. Sonia, c'est vrai que vous le souligniez dans votre intervention, le jardin est un exercice existentialiste, c'est-à-dire qu'on se positionne, on se situe dans un jardin par rapport à du vivant qui nous oblige, c'est ce qu'Arnaud Morière disait aussi, à faire des choix et donc à arbitrer sans cesse. Est-ce que vous, dans votre pratique, puisque vous avez vous-même un jardin, vous êtes transformé, vous êtes amélioré? Oui, alors d'abord, je me permets, je réponds à la question précédente et je rejoins complètement Arnaud parce qu'en y réfléchissant, donc qu'est-ce qui m'a amené au jardin? C'est vrai que dans mon histoire, quand j'ai rencontré mon mari, il habitait à un rez-de-chaussée avec un jardin moche. Enfin, il y avait des tuyas qui étaient... il y avait rien. Il y avait des tuyas qui étaient en train de mourir et il n'y avait rien d'autre. Et c'est en expérimentant, en me disant mais là j'ai envie de mettre ça. Alors au début je faisais n'importe quoi parce que j'y connaissais rien, donc j'essayais de faire pousser des plantes de soleil à l'ombre. Et en fait, et c'est intéressant ce que vous dites sur le goutte à goutte parce que
il y a quand même toujours cette idée d'expérimenter et donc d'avoir à choisir, d'observer. En fait, on est actif tout le temps face au jardin, même quand on est, on pourrait dire, semi-actif ou semi-passif. C'est-à-dire qu'à la fois, on est disposé à, et puis en même temps, on peut agir. Et je trouve cet équilibre absolument vertigineux et passionnant. Et alors, du coup, c'est votre peut-être question... ça la source de vie, dans le sens de la vie créative, imaginative, intellectuelle. C'est une drogue, ça. C'est-à-dire que quand on a commencé à jardiner et qu'il y a des surprises, eh ben on a envie tout le temps qu'il y ait des nouvelles surprises. On est à l'affût de ces surprises, d'une plante qui était imprévue, etc. Pardon. C'est comme les bonsaïs. C'est une chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Tahar Benjeloun? Ben, je sais pas, il y en a qui adorent ça. Et ça me rappelle, vous savez, c'est les crânes qu'on rapetit. Oui, c'est ça. Oui, les têtes réduites, là. C'est la même chose. Je vois qu'il y a intérêt d'avoir un petit arbre qui s'emmerde. C'est un peu comme les poissons rouges. Ce sont des choses qui me dépassent. Le poisson, il n'est pas là. Il faut le laisser. Qu'est-ce qui tourne comme un fou? C'est un fou. Quelqu'un qui tourne tout le temps, il veut sortir, là. Non, enfin bon, ça c'est. La prochaine fois, on fera sur la pêche et les animaux. Mais les bonsaïs, il y en a ici qui sont adeptes de ça? En tout cas, c'est la confirmation que le soin n'est pas une domestication, mais un entretien. Oui. Non, mais alors, en revanche, ce que j'ai vu, que je respecte, c'est des gens qui ont des morceaux de bois d'acacia d'un arbre qui est mort ou qu'on a arraché et qu'ils gardent en pensant qu'il est chargé des spiritualités. Il les met dans un endroit, il les touche, c'est leur porte-bonheur, enfin, etc. Ça a la limite. Mais bon, enfin, ça va aller très loin parce qu'on va parler des arbres qu'on abat, des meubles qu'on fait, des papiers sur lesquels on écrit, etc., etc. Donc on va très très loin. Mais moi, mon souci principal, c'est que quand même, on garde cette planète dans un bon état, parce que sinon nos enfants vont nous maudire. Je vous recommande d'ailleurs au sujet des arbres qu'on abat d'aller voir l'exposition Théodore Rousseau au Petit Palais. Tahar Benjeloun, ça peut vous intéresser si vous ne l'avez pas encore vu. Qui est donc Théodore Rousseau, l'un des premiers peintres écologistes, enfin précurseur du mouvement écologiste, qui a fait un tableau qui s'appelle Le Massacre des Innocents, où il montre que finalement à l'époque de Louis-Philippe, on coupait beaucoup d'arbres très grands, de chênes centenaires, au profit de pins plus... Et il a inventé les premières zones naturelles protégées, parmi les premières zones... Il y a des photos de Salgado aussi, le Brésilien. Ah oui. Sur les arbres. Sonia, je crois que vous vouliez... Très vite, on tombe dans la politique, parce que quand on voit ce qui se passe au Brésil avec la forêt amazonienne, avec ce dingue qui était avant Lula, c'est quand même terrible. Et ça, comment dire, on a beau alerter, c'est l'humanité qui en souffre, c'est nous, c'est les enfants. Rien. Sonia, je crois que vous vouliez ajouter un mot. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Arnaud. On n'a pas énormément évoqué le cycle de la vie, la mort, la finitude. Et je trouve qu'une des fonctions extrêmement salutaires du jardin, c'est aussi de nous confronter à la finitude, y compris à la nôtre, de voir qu'on peut faire de la vie avec du mort, et dans une époque extrêmement chahutée où on est à la fois, on se sent coupable, on se sent impuissant, on est angoissé. C'est vrai que la fin de la conférence de Philippe Descola n'était pas très joyeuse, mais finalement, oui, on est responsable d'énormément des malheurs de la terre, mais en regardant, en observant le jardin, on s'aperçoit que la mort est là, que la cruauté est là, et ça nous remet en face du traitement qu'on peut
avoir vis-à-vis du vivant. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est vrai que j'ai tendance à remettre les vers de terre dans la terre quand je les vois, à me poser là, est-ce que j'ai le droit de tuer cet animal? Alors, en même temps, je mange de la viande, je suis complètement inconséquente. Et je trouve que plus on est au contact de la nature, plus on essaye de réfléchir justement à sa place. C'est Stéphane Hicham Afeissa qui écrit un manifeste pour une écologie de la différence, où il évoque très précisément cette question de savoir se situer parmi les vivants, et justement par rapport au fait de qu'est-ce qu'on a le droit de tuer, qu'est-ce qu'on a le droit de consommer. Et c'est vrai que si on perd ce rapport avec notre rapport de cruauté finalement avec la nature, eh ben, on est perdu, on est paralysé, on est culpabilisé, et on est trop loin finalement de la nature, trop loin, on le sait, hein, trop loin du steak qu'on mange. Est-ce qu'on serait capable de tuer la bête qu'on va manger? Et plus on se rapprochera de la nature, plus on mettra les mains dans la terre, plus on pourra décider en toute indépendance de son propre rapport à la nature. Et je pense que ça, c'est très important, parce que c'est quelque chose dont on souffre, c'est d'être finalement coupé des vivants autres qu'humains, et on en perd son radar. Et je trouve que tout ce qui nous rapproche, à commencer par le jardinage, de se rendre compte. Alors je raconte par exemple, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup, un voisin, qui m'a raconté qu'un jour, avec son taille-haie électrique, il a coupé en deux un rouge-gorge. Des années plus tard, il m'en parlait encore. Il est revenu à la cisaille. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais à côté de ça, je me souviens d'un nid juste à côté de chez moi, que j'avais regardé avec les enfants et tout ça. Et une pie est arrivée, c'était un nid de merle, et elle a tout mangé. C'était les oiseaux d'Hitchcock. Et c'est la nature, c'est les vivants. Et c'était une énorme leçon pour mes enfants. Il n'y a pas que l'homme qui est cruel. Et voilà, donc ça, je trouve que c'est... Non, elle fait la pie, c'est la fable du scorpion. Mais Rapport à la vie, rapport à la mort, mais aussi rapport à la transmission finalement, parce que quand on a des enfants ou quand on transmet un jardin, Arnaud, vous me disiez ce matin que parfois vous récupériez des jardins qui n'avaient pas été entretenus et qui finalement étaient morts ou quasiment morts. Non, moi je voudrais, parce qu'on parle un peu du danger qui nous guette, il y a eu un film il y a quelques décennies qui s'appelle Le Soleil Vert. Et à ce moment, il y a Edward J. Robinson qui joue le rôle d'un monsieur qui doit mourir, parce que c'est comme ça en nature, et qu'on emmène dans une espèce de clinique. Il est couché et on lui projette des jardins infinis, avec une musique de Mozart, je crois. Et ça veut dire finalement, c'est comme la science-fiction. On lui dit, voilà ce qu'il y avait avant. Il n'y a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est un film effrayant. C'est un film effrayant, mais il fait peur, parce qu'on sait que ça peut arriver. On sait que on n'est pas loin de cette tragédie. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez de pédagogie. Oui, enfin, sauf que... Arnaud, oui. Il ne faut pas oublier que des tragédies dans l'histoire de la Terre, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu des arrêts de vie complets. C'est-à-dire que là, on parle... Bon, je me fais un peu l'avocat du diable quand je dis ça, mais je relativise les choses. Donc, on parle effectivement de l'influence de l'homme sur ce changement climatique, qui est tout à fait évident, etc., mais qui met du temps. Mais quand je peux vous dire que quand il y a une météorite qui tombe sur Terre, ça met 1 seconde à tomber. Et la Terre, elle s'arrête de tourner entre guillemets, c'est-à-dire toute la vie a disparu sur Terre. 98% de la vie a disparu de Terre plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. Il y a eu plusieurs accidents, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, météoritiques. Hein? Explosion massive, il y en a eu 5 grandes. Voilà. Après, dinosaures, enfin la fameuse météorite, oui. N'était pas à 98% des terrains. Non, mais pas celle-là, oui, mais celle de l'Éocène, par exemple. Il y en a 98%. Il y en a 98%. Oui, exactement. Donc bizarrement, la Terre, moi, je ne me fais aucun souci pour la Terre. La Terre, elle s'en sortira. Par contre, elle s'en sortira sans nous. Voilà, c'est tout. Donc, en fait...
Ah oui, mais ça, alors là, ça sera une autre histoire. Ça sera mais en tout cas, le fait, c'est pas du tout ça qui me rassure, hein, attention, hein, parce que moi, je tiens à moi, je tiens à mon jardin quand même. Hein. Mais le fait qu'on est en train de bousiller tout, c'est un facteur, mais il y a eu d'autres facteurs dans le temps géologique qui ont fait encore plus de dégâts. Voilà, mais on n'y sera plus. Olga. Un petit détail, c'est vrai que les changements modifient notre environnement, détruisent certaines choses, mais il faut bien faire attention à certaines dynamiques qui se mettent en place. En fait, il ne s'agit pas forcément de la mort, mais plus de la mutation, je dirais. Vous donner un exemple des catastrophes dont nous avons beaucoup entendu parler à la fin du XXe siècle, qui sont des catastrophes nucléaires, en parlant de Tchernobyl et ensuite Fukushima. Alors j'ai eu personnellement l'occasion de visiter Tchernobyl quelques années après la catastrophe. On ne parle pas de jardin ici, mais la végétation est incroyable parce que la radiation en fait, favorise la végétation. C'est une végétation qui est en mutation, mais qui finalement est luxuriante. D'autres espèces apparaissent, notamment en champignons, qui n'existaient pas avant. Non, champignon atomique. Quand je parle de champignons, ce n'est pas champignon qu'on mange ni atomique, mais un mycélium, champignon mycélium, qui se nourrit à la radiation gamma et qui existe maintenant dans la nature, qui se développe et qui ne se développe que dans les endroits où il peut se nourrir. Alors maintenant, on est en train d'étudier ce champignon. À l'Institut Pasteur notamment, il y a un laboratoire qui s'y intéresse beaucoup pour voir, à part nettoyer la radiation, parce qu'il nettoie la radiation, qu'est-ce qu'elle apporte d'autre à la nature. Donc notre environnement est en train de muter et nous, peut-être que nous devrions en prendre exemple et muter aussi. Mais alors, que voulez-vous faire? Quand voulez-vous faire vraiment quand par exemple on arrive dans un pays comme l'Inde ou la Chine et on voit cette population n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe et se disent mais enfin il faut nourrir tous ces gens-là. Évidemment, bien sûr qu'ils vont polluer à mort, ils vont continuer encore à polluer parce que sinon ils ne pourront jamais les faire manger, ils ne pourront jamais produire autant. Moi, j'ai vu des légumes que j'ai jamais vus nulle part ailleurs au monde, avec des couleurs spéciales. Des carottes bleues, des machins, des aubergines blanchâtres, enfin des trucs travaillés par la chimie, bien sûr. Et en même temps, on se dit, bon ben, comment faire? 3 milliards de gens à manger tous les jours, 3 fois par jour, ou moins 2 fois par jour, c'est énorme. Sonia, vous vouliez ajouter un mot? Oui, ça ne m'étonne pas que ce soit Arnaud qui se soit fait l'avocat du diable, parce qu'il a les mains dans la terre. Et quand on agit, on se sent moins impuissant. C'est une conclusion sartrienne, mais ce sera peut-être ma dernière question avant qu'on prenne des questions du public. Mais d'ailleurs, je m'inspire d'une conversation qu'on a eue hier à table, je crois que c'était ensemble, où vous étiez dans votre voiture et puis vous disiez finalement, plutôt que de parler de source de vie, dans la mesure où l'eau se tarit, où les déserts s'accroissent, est-ce qu'on ne ferait pas bien de trouver une autre métaphore? Et vous évoquiez, me semble-t-il, le terreau. Alors, je ne sais pas si c'est bien ensemble qu'on a eu cette conversation. Oui, c'est ça. Alors, voilà, je vous soumets cette hypothèse à emprunter à un de nos auditeurs, spectateurs et participants à ces rencontres. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler de terreau de vie plutôt que de source de vie? Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est une réflexion que je me suis faite. Dans l'ordre de mes angoisses, il y a d'abord eu les canicules, puis la sécheresse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une des solutions, c'était la terre. Et j'ai un lombricomposteur et mes vers de terre font un boulot formidable. Ils ont changé ma vie de jardinière. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on se concentre sur la terre. Je vois que justement, on parlait des murs végétaux ce matin. On
imagine maintenant, je crois que ça s'appelle des murs biodiversitaires ou quelque chose comme ça, qui sont en fait des monticules de terre pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait justement toute cette vie dans le sol qui est absolument primordiale. Et je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément parce que nous sommes des créatures aériennes en fait. On n'a pas de racines. On peut fuir contrairement aux arbres qui ne peuvent pas s'enfuir. Mais il faut absolument qu'on se tourne, non pas la tête vers les étoiles, mais vers notre sol. Non, enfin, moi je trouve cette conversation très intéressante. Encore faut-il qu'elle ait des impacts sur le comportement de notre entourage, des gens. Et c'est pour ça qu'il faut sortir un peu de la conversation établie pour faire de la lutte pour sauver l'environnement et la Terre, une question quotidienne à discuter avec les amis, avec les enfants, les petits-enfants, etc. C'est-à-dire devenir un petit peu, pas catastrophique, mais dire attention, voilà. Et moi, je le fais à mon niveau, mais bon, mais c'est quelque chose d'important, parce que là, c'est très agréable. Et on est dans un lieu magique, magnifique, extraordinaire. Quand on voit ça, évidemment, on est intimidé par tant de beauté et de grâce. Donc ça c'est bien, mais il faut transporter ça et dire voilà ce qui disparaîtrait si on ne... C'est ce qu'un philosophe a appelé l'heuristique de la peur, c'est-à-dire qu'on peut parfois agir quand on est agi par... La peur peut être un levier pour agir. C'est notamment un philosophe qui s'appelle Dupuis, Jean-Pierre Dupuis, qui a développé ça, le catastrophisme éclairé. Peut exister, donc c'est peut-être effectivement une chose qu'on défend. L'idée, c'était quand même que derrière, c'était pas juste un jeu de mots, mais qu'en fait, on raisonne aussi par image, et que finalement, c'est peut-être en changeant notre horizon, on parlait de littérature tout à l'heure, en changeant notre imaginaire aussi, qu'on peut peut-être agir, ou en tout cas être poussé à agir. Et donc, peut-être en parlant du en parlant de la Terre, en parlant des lombriques, finalement, ça rentre dans un univers, les éditions L'Observateur ont publié un roman qui s'appelle Humus. Gaspard Koenig, qui s'appelle Humus. Enfin, le roman de Gaspard Koenig. Il a eu un succès, un succès pas mal. Oui. Parce que nous, on l'avait sélectionné dans l'Académie Goncourt. Et puis, il a eu quelques prix. Mais il a eu l'Interallié. L'Interallié. Mais c'est, quand j'ai commencé à le lire, je dis, mais faire un roman avec les vers de terre, mais ça va pas, là. Et c'est passionnant, c'est extraordinaire. Comment ? En même temps, c'est un roman qui me paraît très pessimiste. Parce qu'il explore deux voies. Avec la Révolution à la fin. Oui. Réaliste, peut-être. Ou réaliste, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Parce que le militant pur et dur, il échoue. Et l'autre se laisse happer par un système industriel qui est un récupérateur qui ne fait que... C'est un livre qui pose des problèmes, en tout cas, on peut débattre avec. Mais c'est bien qu'on en parle. C'est quand même qu'il y ait du succès, c'est intéressant aussi. Alors, de point de vue scientifique, compte tenu que les plantes se nourrissent à la photosynthèse, notamment, donc source de la vie, c'est plus la lumière, qui ensuite, la lumière, l'eau, les minéraux qui sont travaillés par les plantes pour devenir ce qu'ils sont et à leur tour la nourriture pour les autres. On parle effectivement, c'est plus juste de parler de terreau que de la source, mais je trouve que c'est pas très inspirant. Alors moi, je parlerai de jardin comme source de connaissances. Et d'ailleurs, il y a aussi une réflexion qui se développe en ce moment, parce qu'il y a des organismes vivants qui ne sont pas les plantes, qui sont des animaux, les organismes marins, qui se nourrissent aussi à la photosynthèse. Et pour le reste, ils fonctionnent comme des animaux. Alors si nous, les animaux, on pouvait, plutôt que manger 3 fois par jour du bœuf et des carottes bleues, si on pouvait se nourrir, apprendre auprès des plantes et se nourrir à la photosynthèse, peut-être une voie pour sauver le monde.
Ouais, alors là, on aura tout entendu. Hein. Calme. Non, mais moi, je vais être le plus artiste de tous, finalement. Hein, mais moi, je trouve que source de vie, c'est tellement... Bon, c'est poétique, c'est vrai, c'est... Je veux dire, je veux dire, c'est le fondement de tout, quoi. Et je trouve la source de vie, c'est la source de vie, basta, quoi. Enfin... Bon, après, je suis d'accord qu'on peut s'intéresser à plein d'autres choses, mais d'abord, effectivement, alors là, je te rejoins, le plus important, c'est le soleil quand même. Hein. Et c'est même la chaleur. Maintenant, on sait que c'est plutôt la chaleur que la lumière, d'ailleurs. Mais je trouve la source de vie, pour moi, c'est justement la vocation symbolique du jardin dont on a parlé hier et qui, pour moi, est essentielle. Sinon, on n'a pas besoin de jardin. Si on n'a pas cette valeur symbolique du jardin, le jardin n'existe pas. Sinon, on parle de nature, enfin, si on veut, de nature, de sauvage, etc. Mais ce qui fait la force et la qualité quand même d'un jardin, même d'un jardin botanique, c'est sa valeur symbolique. Ça peut être sa valeur scientifique, il peut avoir plein d'autres valeurs. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la valeur symbolique du jardin. Elle peut adjoindre du symbole à la terre. Oui. Il y a plein d'expressions. Oui, mais source de vie, c'est très bien. Chantal, je crois que vous vouliez dire un mot. Je voulais juste rajouter un mot. C'est vrai que quand j'ai choisi source de vie, pour moi, il y avait la terre, l'eau, la lumière, il y avait tout. Le jardin concentrait tout. Moi, en fait, je voudrais dire que vous êtes tous des ambassadeurs. Nous ne sommes pas très nombreux, mais les personnalités que vous êtes peuvent porter cette parole et c'est extrêmement important. Moi, je suis du côté de l'espoir. Les prés du Goualou, où est installé le jardin d'Arnaud Morière, c'était une friche abominable. L'autre côté de la rue, si vous avez regardé, tu le disais toi-même, il est traité au Roundup par les paysans. Nous, on avait ici, il y a 3 ans, un endroit qui était très sec. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, on peut créer un jardin. Les prés du Goualou, on les a transformés en paradis. Donc les jardiniers, c'est pas facile, c'est du travail, mais que vous êtes, les jardiniers réels et les jardiniers symboliques, vous avez un rôle très important à jouer. Donc vous êtes des ambassadeurs. Et il faut qu'on assume ce rôle-là. Sinon, on arrête et on regarde le champ de Roundup en face et on se dit on va tous mourir. Mais je crois vraiment que c'est possible. Les arbres que vous voyez là, ils n'étaient pas là avant. Donc on peut transformer le monde. Mais il faut que les gens sachent jardiner. 80% des gens vivent en ville, vous l'avez dit, on a oublié les gestes du jardin, mais c'est possible. Les jardinières sur le balcon, déjà. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, source de vie, ça comprenait tout. Et on avait déjà une thématique qui était jardin de la terre, retour à la terre-mère. Donc il était difficile pour Chaumont de reprendre cette thématique. Mais vous avez des jardins qui parlent de l'importance de l'épaisseur de la terre, des lombriques, etc. Pardon, je trop parle. Il est temps que les ambassadeurs prennent la parole. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est le moment. Je voudrais vous demander, tout à l'heure vous avez fait un rapport entre le jardin et la peinture. Et il me semble pour moi, il y a deux choses qui sont très proches. C'est la notion d'incertitude et de surprise. C'est-à-dire quand on commence une toile, on ne sait pas ce que ça va donner. Et voilà. Et un jardin encore plus. Alors ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous planifiez, parce que quand on commence une toile, on a une très très vague, enfin moi c'est mon cas, on a une très très vague idée de ce qui va se produire et les choses arrivent au fur et à mesure. Alors que je pense que dans un jardin, vous avez quand même un plan assez défini, vous avez pensé aux plantes, non ? Voilà. Alors là, je pense que non, on est encore plus dans l'aléatoire quand on travaille dans un jardin, tout simplement parce qu'on travaille avec du vivant. Et plus on travaille avec le vivant, plus on est dans l'incertitude, parce que on a tout à l'heure, quelqu'un parlait de surprise. Enfin, c'est au-delà de la surprise, c'est des découvertes permanentes. Et c'est ce qui fait le grand plaisir du jardin. Alors, quand on fait un plan, d'ailleurs,
Tout à l'heure, on parlait de cette intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle est déjà, par exemple, dans la conception des jardins, puisque pratiquement tous les paysagistes aujourd'hui, je pense, sans trop me tromper, 98% des paysagistes font leur plan à l'informatique et développent ça. Nous, on fait partie des 2% restants, parce que pour moi, pour un peu rebondir sur votre intervention, le dessin que je fais du jardin est déjà le jardin lui-même. C'est-à-dire au moment où je prends mon crayon, parce que je prends vraiment mon crayon, je prends aussi mes crayons de couleur, etc. Au moment où je dessine, j'extrapole. C'est-à-dire je me coupe complètement du monde et j'imagine ce que je dessine dans la réalité. C'est un espèce de rêve éveillé, mais je peux vous dire, on est vraiment dans quelque chose de rêve, comme vous êtes sur une toile si vous êtes peintre, et en sachant pertinemment que ce que je dessine ne sera jamais comme je le dessine, ce que j'imagine ne sera jamais comme je l'imagine, et c'est ça la merveille du jardin, la merveille du vivant, c'est que c'est une surprise permanente. Ça peut être effectivement une mauvaise surprise quand quelque chose crève, ou comme je disais tout à l'heure, parfois je suis très content quand quelque chose crève parce que je n'osais pas trop l'enlever, mais bon, voilà, la nature décide pour moi, je suis très content. Et ce rapport, je pense, à la main, à la matière, à la terre, tout ça, déjà, je trouve que l'informatique a déjà beaucoup abîmé notre travail. Et que si j'irais jusqu'à dire que si aujourd'hui on fait des jardins urbains de pis en pis, c'est de plus en plus catastrophique, c'est-à-dire la place du végétal est de moins en moins importante, c'est parce qu'on fait tout ça sur informatique et que c'est tellement plus facile de dessiner du minéral, du stabilisé, du béton, que de dessiner du végétal. Personne ne sait dessiner du végétal. Et moi, je milite, si on peut dire, parce que je ne m'exprime pas trop sur le sujet, mais pour qu'on inverse la chose. C'est-à-dire qu'imaginez qu'on a une ville à faire. On pourrait prendre la chose à l'inverse, c'est-à-dire on plante tout, on met des masses d'arbres, des masses de plantes, puis ensuite on va créer des allées, comme je vous disais tout à l'heure que j'allais créer mes allées dans mon jardin pour aller voir un végétal, mais ça peut aussi pour aller faire une maison. On crée les choses, on fait un parking, et ben, tout d'un coup on plante d'abord, et puis ensuite on va dessiner des espaces. Vous avez fait d'ailleurs avec votre jardin ici même, voilà, vous avez construit autour des arbres. Voilà. Et je pense que aujourd'hui on se trompe complètement quand on dessine le paysage urbain, quand on dessine les villes, parce qu'on commence par dessiner le minéral, alors qu'il faudrait d'abord planter le végétal, et puis ensuite faire le minéral en fonction de ce que nous impose parfois le végétal. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je suis terrifié quand je vois des stagiaires, d'ailleurs, j'en prends plus des stagiaires, parce qu'ils sont sur leur ordinateur, ils savent déjà pas à quoi ressemble une plante. Et ensuite, ils dessinent des choses avec des traits droits, mais depuis quand la nature est-elle droite ? Enfin, ça me terrifie absolument. Et là, on peut en repartir sur l'enseignement du paysage. Alors là où on va dans l'absurdité totale, puisque, comme je vous le disais hier, on ne reconnaît même plus les plantes, quoi. C'est devenu quelque chose de non seulement même pas de secondaire. Ce serait déjà pas mal si c'était secondaire. Mais là, ça n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous faites une école du paysage aujourd'hui en France, en tout cas celle de Versailles et beaucoup d'autres, vous n'apprenez pas les plantes. Si vous n'arrivez pas sur place avec votre bagage, c'est-à-dire que comme on embauche là-dedans à Bac+2, bon, si vous avez fait un BTS agricole ou horticole, ou que vous êtes fils de paysan ou fils d'horticulteur, vous savez à quoi, ou vous avez fait des sciences naturelles, vous savez à peu près à quoi ressemble une plante. Si vous êtes issu, par exemple, de l'architecture, de la philosophie, de la médecine, et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est une plante, vous ressortirez 5 ans après de cette école, vous ne saurez absolument pas plus ce que c'est qu'une plante. Pas plus. On vous enseigne un concept. Voilà. Et puis après, on dit, les entrepreneurs, eux, ils connaissent leur boulot, ils connaissent les plantes, donc c'est eux qui choisiront les plantes. Et là, on marche sur la tête, parce que
tout ce qu'on doit définir dans les jardins, dans l'urbanisme. Là où on parle de jardin, c'est pas très grave, mais l'urbanisme, c'est beaucoup plus grave. Ben, tout ça, c'est la connaissance du végétal qui te permet de dessiner. C'est de savoir que telle plante va s'adapter à tel type de milieu qui va te permettre de dessiner. C'est le matériau qui décide du dessin. C'est pas l'inverse. Et voilà, donc je ne sais pas pourquoi je disais ça d'ailleurs, mais enfin voilà. Pour répondre sur l'incertitude. Et tu me donnes l'occasion de mentionner quelque chose que j'ai appris en écrivant ce livre, et je voulais vous en parler ce matin, ce sont les lignes de désir. Et en fait, quand tu disais hier que tu créais un jardin, et puis que tu attendais qu'il pousse, et ensuite tu regardais quels étaient les trajets qui pouvaient être intéressants, eh ben, c'est l'idée des lignes de désir. C'est ainsi que les géographes parlent de ces chemins qui se font, notamment par les animaux, par l'habitude. C'est-à-dire que quand des cervidés empruntent toujours la même voie pour aller boire, ils créent des chemins qu'après on peut emprunter à notre tour et qu'ils appellent des lignes de désir. Et je trouve l'expression magnifique. Et ça correspond à ce que tu dis. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Juste à propos de l'incertitude, c'est le principe même de toute création. Quand on commence à écrire ou à peindre, forcément on ne sait pas où on va. Ceux qui savent où ils vont m'inquiètent. Non, parce que parfois on me dit, pour qui tu écris Bon, j'écris pour tout le monde, sauf évidemment si je fais des polars, je sais qu'il y aura un public polar. Et là, je vais faire attention au public qui ne lit que ça d'ailleurs. Mais c'est la même chose. La nature, bon, elle a sa logique. Mais le designer, enfin le jardinier, il respecte sa logique. Et c'est à travers sa logique qu'il va montrer la beauté qui est intérieure à cette nature naturelle qui pousse comme ça. Sauvage, c'est un mot, oui. C'est un mot un peu... bon, il est très péjoratif. Oui. Disons naturel, qui est comme la nature. Brutal, si tu veux. Ah ben ça c'est plus dur que sauvage. Plus dur que sauvage. Quelles sont vos réserves, Tahar, sur le mot sauvage ? Non, parce que il a tellement été utilisé par les ethnologues et les géographes, les historiens. C'est un mot que j'évite un peu. Par exemple, ils disent, je sais pas, oui, tel est sauvage. Mais les animaux sont sauvages, mais les animaux sont meilleurs que les humains. Vous comprenez ? Les animaux, on n'a jamais vu, par exemple, les animaux se réunir pour fabriquer une bombe qui va tuer tant de gens avec une précision diabolique, etc. Non, les animaux ils sont cruels entre eux, mais quand ils ont faim, ils sont cruels. Ils vivent. Mais moi, quand je vois des documentaires sur les animaux, je suis fasciné par leur intelligence. Et quand ils ont un lion qui est repu, qui a bien mangé, il va manger personne d'autre. Non, l'homme, non. Il a 10 milliards dans la banque, il va avoir 10 autres milliards. Pour ça, il va tuer quelques-uns pour y arriver. Mais c'est ça, c'est que l'insatiabilité, cet égoïsme de l'être humain... Moi, j'attends rien de l'humanité. J'attends strictement rien. Mais en même temps, il y a des personnes extraordinaires qui échappent à cette humanité. Bon. Non ? Oui, oui. Et c'est grâce à la poésie, à l'art, à la musique qui sauveront le monde. C'est pas... C'est la poésie, bien sûr. La poésie, c'est... bon... la philosophie, la poésie, tout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on laisse plus de place à tout ça. Et surtout dans les écoles. Voilà. En parlant d'école, il y a un truc, moi, qui me... tu parlais tout à l'heure de l'enseignement qui était absolument nécessaire, et ô combien dans les écoles. Et quand on était jeunes, nous, on avait une chose extraordinaire, qui s'appelait les leçons de choses. Oui, leçons de choses, tout à fait. Et ces leçons de choses,
pour moi, tu parlais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont orienté, etc. Je pense que énormément de gens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus à travers les leçons de choses. Parce que ce que c'était ces leçons de choses, c'était des leçons de vie, finalement, où on découvrait comment les choses fonctionnaient, des choses artificielles, un moulin à vent, mais on découvrait aussi comment une cigale passait de larve à insecte, etc. Et moi, quand j'étais gamin, on était tout petit, mais les leçons de choses, c'est vraiment le petit primaire, quoi. Et j'adorais ces leçons de choses, et je me rappelle feuilleter simplement les images de ces leçons de choses, etc. Et qui éveillent aussi un sens du merveilleux, et tout d'un coup, et qui nous font toucher du doigt que la réalité est encore bien plus merveilleuse que la fiction. Ouais, c'est évident que la réalité est beaucoup plus fantastique, beaucoup plus belle, beaucoup plus surprenante que la fiction. On a beau imaginer. Et c'est pour ça que moi je trouve... je pensais tout à l'heure à une nouvelle de Borges, le sentier des jardins qui bifurquent. C'est magnifique, c'est extraordinaire. On est perdu. Pourquoi les labyrinthes? Parce que les jardins anglais sont des labyrinthes pour les amoureux. Les labyrinthes aussi pour les tueurs. C'est extraordinaire. Mais bon, la réalité, elle est plus belle. Et chaque créateur qui veut faire un film, ou faire des images, ou alors de raconter des histoires, et tout ça, il essaie un petit peu de s'inspirer de la réalité. Mais la réalité le dépasse de loin la fiction. Parce que la fiction, c'est rien. C'est du pipi de chat. Hein. Et comme la nature dépasse le jardin. Ouais. Il y avait peut-être une autre question. Oui, c'est une remarque à M. Bengelo. Vous avez fait un remarquable livre avec des arbres racontés aux enfants. Bon, évidemment, j'ai lu, parce que vous ne pas payer aussi quoi du mois à Tapestan. Et pourquoi vous n'en faites pas une deuxième émission qui serait les arbres expliqués aux parents? Il suffirait de changer la couverture. Et là, il y aurait quelque chose à faire. Parce que vous avez parlé de pédagogie, vous l'avez fait pour le racisme d'ailleurs. Moi, j'ai raconté mon expérience. En fait, c'est ça. Et ça me permet d'aller dans les écoles, d'aller plus loin. Parce que ça, on peut lire ça à n'importe quel âge. Mais ça m'a donné l'occasion d'aller dans les écoles pour en parler et sensibiliser les enfants à l'environnement qui est menacé tous les jours. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui. Le micro est là. Oui, donc je vois qu'on est dans une assemblée de progressistes et c'est formidable. J'ai eu peur que vous disiez une assemblée de copropriétaires. Alors, mais ce que je voulais exprimer, c'est que par rapport au temps présent, j'ai trouvé, je pense que je peux parler pour beaucoup d'entre vous, on a été extrêmement bien reçus. Et ce temps présent donne une parole qui circule à travers nos différents points de vue. Et ces points de vue, c'est-à-dire d'où on parle et nos références personnelles, etc. C'est assez extraordinaire. Et je trouve qu'il y a cette angoisse vers l'avenir, bien sûr, qu'on partage tous, mais il y a aussi ces constructions des temps du présent qui sont extrêmement importants. Et c'était ça que je voulais saluer. Et puis dire une petite chose un peu stupide, parce que c'est ma spécialité, c'est que j'ai trouvé très drôle dans le premier tour de table, vous vous êtes présenté comme un ancien fonctionnaire. Et quand on lit François Julien, il raconte que les fonctionnaires, soit qui n'étaient plus en cours, soit qui partaient à la retraite, on est au IIIe siècle, en Chine, qui est un sinologue, quittaient le paysage pour rejoindre le jardin. Et j'ai trouvé bien votre présentation. Voilà. Alors ça me semble être une belle conclusion. Merci pour votre attention, merci pour votre présence.